un arrêt, non? Je sais pas. Ben, Ah, je sais plus. c'est ce que je voulais vérifier en fait. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça Ce que marche. je me demandais tout à l'heure, je savais plus si j'étais obligé parce que quand tu importes un fichier, je Oui. sais plus si tu dois le mettre dans un array, ton BSON, ou si tu mets juste les objets les uns à la suite des autres. Bon, enfin bon, bref, tac, on va voir ce que ça donne. Voilà, il me met l'object ID automatiquement. Donc j'ai une collection avec 3 documents, 3 élèves. J'ai une collection d'élèves, 3 élèves dans une base de données qui s'appelle démo dans mon système de gestion de base de données. Alors, dans un premier temps, on va voir comment je peux écrire un programme sur Node qui va se connecter à la base de données MongoDB et qui va récupérer les données qui sont dans cette collection, dans cette base de données. Alors, sur mon navigateur, donc j'ai un petit schéma pour illustrer le fonctionnement. Si je retrouve mon dossier, tac, 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 c'est là. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que le but final, c'est qu'à partir du navigateur Internet, on puisse appeler le serveur qu'on a créé sur Node.js et que le serveur qu'on a sur Node.js se connecte à la base de données MongoDB pour récupérer les données, que le serveur crée un document HTML et qu'il le renvoie au navigateur. Donc dans un premier temps, je vais m'intéresser à ces étapes-là, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire, je crée un programme sur Node qui appelle MongoDB pour récupérer des données, qui les récupère, et ça, c'est ma première étape. OK sur le principe? Ouais, ouais. Alors, je vais retourner sur mon code. Visual Studio Code. Alors, j'ai besoin d'un module. J'ai besoin d'un module qui est le module MongoDB. Le module MongoDB de Node, le module MongoDB de Node, c'est un module qui est fait par l'entreprise qui développe le système de base de données. Et ils ont développé un module MongoDB qui contient des méthodes qui permettent de faciliter la communication avec le serveur MongoDB, avec le logiciel serveur MongoDB. On appelle ce module le driver MongoDB. Ce module, donc de Node, en fait, va être capable d'envoyer des messages à travers le réseau à MongoDB et de récupérer les réponses de MongoDB. Il faut savoir que le protocole, donc les règles qui régissent les échanges entre MongoDB et un client, donc ici, ce sera mon serveur qui sera le client du serveur MongoDB. Ici, ce n'est pas du HTTP, c'est un protocole propriétaire. Ça veut dire que le HTTP, c'est un protocole qui est open source, qui est accessible à tout le monde, qu'on trouve sur Internet. Le protocole, les règles qui régissent les échanges entre votre client et MongoDB, c'est un protocole qui est le protocole éponyme, c'est-à-dire qu'il s'appelle MongoDB également. En d'autres termes, les URL pour appeler un serveur MongoDB, c'est MongoDB de // etc. Donc un navigateur ne peut pas appeler directement un serveur MongoDB. Un navigateur Internet, lui, il pourra appeler en utilisant le HTTP un serveur Node, et votre serveur basé sur Node, il sera capable d'appeler MongoDB pour extraire des données. Alors, le module MongoDB, du coup, est installé sur ma machine. Pour utiliser ce module-là, je vais écrire require de MongoDB et je vais récupérer le module MongoDB. Ce module MongoDB, ça doit être un des composants de code dont la documentation est la plus, dont la documentation est la plus bien foutue de tout ce que j'ai vu ces 12 dernières années en programmation. Leur documentation est vraiment très très bien faite, c'est l'API.
Et sur leur documentation, vous avez donc la documentation du driver MongoDB. Ici, vous avez toutes les classes, tous les constructeurs qui existent à l'intérieur de ce driver. Et quand vous allez sur un élément, donc celui qui va m'intéresser, c'est de me positionner en tant que client d'une base de données MongoDB. Donc, je vais m'intéresser à Mongo Client. Quand vous allez sur une rubrique, par exemple Mongo Client, qui est celle qui va m'intéresser, qui me permet d'établir une connexion, de me connecter en tant que client à un serveur MongoDB, vous avez dans la documentation le cas d'usage. Donc, new Mongo Client, URL, option callback. On vous dit ce que c'est que URL. On vous dit ce que c'est que les options optionnelles que vous pouvez mettre. On vous dit qu'il y a un callback. Le callback, vous l'avez en dessous. On vous donne un lien vers le détail du callback. Quand on clique dessus, on a la documentation avec une description du callback et ce qu'il reçoit comme information. Et généralement, quand vous explorez un petit peu la doc, vous avez également des exemples qui vous expliquent comment utiliser le driver. Donc, c'est plutôt très bien fait. Alors ici, j'ai ce qu'on appelle une méthode statique, mongoclient.connect. Connectez-vous à MongoDB en utilisant une URL comme documenté dans doc.mongodb.org, manual reference connection string. Le connection string, c'est les URL au format du protocole MongoDB. MongoDB, avec un nom d'utilisateur, un mot de passe s'il y en a un, arrobase, l'autre, optionnellement le port, si ce n'est pas 27017, virgule, un autre MongoDB, etc., etc., slash, d'autres informations, et puis on vous donne des exemples sur le type, sur le type d'URL qu'on peut avoir pour MongoDB. Alors moi, dans mon cas de figure, pour me connecter à MongoDB, mince, j'ai lancé ma boîte mail, c'était pas le but. J'ai cliqué au mauvais endroit. Je ferme ça parce que ça va se mettre à jour, ça va me ravager ma connexion. Où est-ce qu'elle est passée? Elle est là. On va fermer ça. Alors, voilà. Je vais écrire mongodb.mongoclient pour récupérer un objet. Pour récupérer le constructeur MongoClient. Donc ça, c'est documenté ici. Je vais utiliser mongoclient.connect, donc la méthode statique. Cette méthode-là, c'est la méthode qui est documentée ici, mongoclient.connect. Cette méthode, elle prend un URL, des options, un callback. Donc je vais préciser ici l'URL. Donc l'URL, ça va être mongodb : pour moi, c'est 127.0.0.1. Ça devrait être le cas pour vous aussi, hein, c'est l'autre local. Comme je n'ai pas de mot de passe, j'ai juste l'URL. Le port, je peux le mettre éventuellement 27017. Et la base de données, c'est démo. J'ai ensuite des options. Dans les options, il y en a une qu'il faut mettre, sinon on a un warning, c'est l'option, comment elle s'appelle déjà? C'est une option qui est, je vais la retrouver, check server identity, machin, timeout, source, replica set, auto reconnect, pool size, à moins que dans la dernière version ce soit plus le cas, je vérifie. Peut-être pas. Pour le moment, je ne vais pas passer d'option. On va voir s'il me demande d'ajouter une option. J'ai ensuite mon callback, qui est la fonction qui sera exécutée quand la base de données, quand je serai connecté à la base de données. Donc cette fonction-là, c'est le callback qui reçoit des arguments. Je vais regarder ce qu'il reçoit. Alors, par convention, dans le monde de Node, généralement, quand vous avez un callback, le premier argument, c'est l'erreur s'il y en a une. Et le deuxième, c'est les données, etc. Donc ici, le callback, il ne déroge pas à la règle. Le premier argument, c'est éventuellement une erreur, une Mongo erreur qui peut être fournie.
et le client, donc l'objet qui représente le client qui est connecté. Enfin, qui représente la connexion. Donc là, je vais mettre erreur client. Je vais mettre if erreur, eh bien, console.log impossible de se connecter à MongoDB. Else, console.log connexion avec MongoDB établie. Ok, je vais juste tester ça pour voir si j'arrive à me connecter à MongoDB. Je vais lancer mon programme. Exemple-8-0. Ah, mon fichier il s'appelle exemple 8, je vais l'appeler exemple 9, parce que celui d'hier s'appelait exemple 8. Renommé exemple 9, comme ça, il n'y a pas de confusion. Exemple 9. Donc j'ai un petit warning qui me dit attention, dans les options, il faut mettre l'option Use Unified Topology. Donc je vais ajouter ça pour pas avoir de warning. Voilà, c'était l'option que je cherchais, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai pas retrouvé dans la liste. Voilà. Donc là, j'arrive bien à établir ma connexion avec MongoDB. Si je mets une mauvaise adresse IP, par exemple ici, au lieu de mettre 127, je mets 172, donc je me suis trompé. Je devrais arriver dans le cas d'erreur. Je vais faire mon test. Alors, vous voyez que ça prend un certain temps, parce que là, en fait, Node, il essaye d'établir une connexion avec une adresse qui n'est pas la bonne. Et donc, du coup, il va tenter, et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle un timeout. Ça veut dire que Node, il va considérer qu'il y a un échec de connexion, et donc il va me sortir le message impossible de se connecter à MongoDB. Alors, je ne sais plus de combien de temps il est le timeout, je crois que c'est 60 secondes ou 90 secondes, un truc comme ça. Voilà. On a le message d'erreur, impossible de se connecter à MongoDB. Donc ça, c'est la première chose. Donc, je vais remettre la bonne adresse. Maintenant que j'ai donc mon objet client, donc c'est un objet de type Mongo client. Dans la documentation, dans les objets de type Mongo client, on a une option qui est l'option DB. Et cette option DB, elle nous permet de créer une nouvelle instance d'un objet DB qui permet de manipuler la base de données sur laquelle on travaille. Comment ça fonctionne? On met le nom de la base de données et on met des paramètres optionnels. Et ces paramètres, je ne vais pas les spécifier. Alors moi, dans la doc, je vais écrire client.db2demo. Je ne vais pas mettre d'option. Et ici, je vais récupérer donc un objet de type DB. Quand je dis une instance de Mongo client, c'est-à-dire un objet créé à l'aide de Mongo client. On utilise la méthode DB qui permet d'obtenir une instance de DB. DB, il est documenté donc dans la doc. Je vais aller sur DB, ABCD, DB. Il est documenté ici, DB. On est d'accord, c'est la variable DB qui contient l'instance, non? Oui. Client, c'est... Oui. Ah d'accord. La variable client, c'est celle-là.
Donc elle Ok. contient une instance de Mongo client. On utilise la méthode db de notre instance de Mongo client pour obtenir une instance de db qu'on stocke dans la variable db. Donc maintenant que j'ai un objet de type db dans ma variable db, je vais pouvoir écrire db. Quelque chose qui est à l'intérieur de la variable db, donc de l'objet de type db. Donc là, j'ai des méthodes. Dans ces méthodes, j'ai une méthode collection. La méthode collection, on met le nom de la collection qu'on veut, des options, sachant que les options sont optionnelles, et un callback. Le callback, c'est le callback qui est exécuté une fois que la collection est sélectionnée. On peut également l'utiliser sans callback en écrivant collection égale db.collection de ma collection. Vous voyez que c'est si l'application n'utilise pas le mode strict. Alors, de base, je vous ai dit, dans le monde de Node, on préfère utiliser du code asynchrone. Qu'est-ce qu'il me dit l'antivirus ? On préfère utiliser le mode asynchrone, et donc on peut utiliser MongoDB en mode strict, et ça veut dire que du coup, on n'utilise que des méthodes asynchrones, que le fonctionnement asynchrone, mais on peut utiliser aussi les méthodes de façon synchrone si on ne fournit pas de callback. Alors moi, je vais toujours fournir le callback, je vais faire comme si j'étais en mode strict pour rester dans l'esprit de Node. Alors le callback, c'est la fonction qui sera exécutée une fois que la collection aura été sélectionnée à l'aide de l'objet db. Ce callback, il reçoit l'erreur et collection. Et collection, cet argument-là, il contient un objet de type collection. Alors je vais l'utiliser. Je vais écrire db.collection. Alors ma collection, elle s'appelle élève. Et là, je vais mettre le callback avec error collection. Et ce callback, si je vais écrire erreur, s'il y a une erreur, dans ce cas-là, console.log, impossible de sélectionner la collection. Voilà. Else, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai réussi à sélectionner sélection de la collection réussie. La variable collection contient une instance de collection. Cette instance de collection, il est défini. Donc quand je suis dans la documentation, j'ai le callback, je peux cliquer ici sur le raccourci, la collection, et ça m'amène sur la documentation relative à collection. Je vais mettre le lien ici. Quand j'ai une collection, vous pouvez voir que vous avez des méthodes, et dans les méthodes, vous avez des méthodes qui sont les mêmes que celles que vous avez pu utiliser avec Christophe sur MongoDB en ligne de commande. Vous avez delete many, je sais pas, delete one, count, find, insert, insert many, insert one, etc. Donc moi, je vais utiliser find. Et find, il faut lui donner query et option, et ça nous retourne un objet de type cursor. Donc je vais faire find. Alors query, vous pouvez mettre donc votre requête, l'objet qui correspond à la requête, et éventuellement après des options sous la forme d'un objet, la limite, le tri, les champs, avec le timeout, le minimum, le maximum, etc. Alors je vais utiliser collection.find. Je vais écrire collection.find et je vais fournir la requête et les vides, et je ne vais pas mettre d'option puisque je ne suis pas obligé. Et ça me donne un curseur. Donc la méthode find des collections de notre instance de collection. On utilise la méthode find. On utilise la méthode find de notre instance de collection pour obtenir une instance
de cursor qu'on stocke dans la variable curseur. Donc là, j'ai récupéré une instance de curseur dans la variable curseur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un curseur? Je retourne dans la documentation. Cursor. Donc là, on me donne find, et là, ça, c'est la valeur de retour, c'est cursor. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un cursor? Dans un cursor, il y a des méthodes. Et dans ces méthodes, je peux voir qu'il y a un ensemble de méthodes. Entre autres, je vais m'intéresser à la méthode toArray. La méthode toArray, elle me permet d'avoir accès aux documents de la collection sous la forme d'un array. On écrit cursor.toArray avec un callback. Et ce callback, si je clique dessus pour voir le détail, c'est un callback qui va recevoir erreur et document. Erreur, ça sera éventuellement une erreur qui représente une erreur d'exécution. Et document, ça sera un tableau d'objets qui satisfont le curseur. Donc, je vais écrire cursor.toArray. Je vais mettre ici ma fonction avec error et document. Je vais écrire dans mon callback if erreur console.log impossible d'extraire les documents de la collection. Sinon, console.log récupération des documents réussi. Et en dessous, pour le moment, je vais faire un petit console.log de documents. Je vais lancer mon programme et j'arrive bien à récupérer les documents qui proviennent de ma base de données MongoDB. Donc là, j'ai écrit le code qui me permet, de me connecter à MongoDB. Quand je suis connecté, récupérer, sélectionner la collection qui m'intéresse, et ensuite extraire les données de cette collection. Bon. Donc, on est capable d'exécuter un programme qui récupère des données provenant d'une collection. Excuse-moi, Samy. Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il y a aucun moment, en fait, vous n'avez pas utilisé le nom de votre démo, en fait. Si, je l'ai utilisé là. Ah, élève, ok, excusez-moi. Non, je l'ai là. Non, c'est pas le démo que je parlais, en fait, élève, le nom de votre base. Ah, là. Ouais, c'est bon, j'avais pas. Je l'ai utilisé ici, j'ai mis db.collection de élève. Okay. Ça me permet de sélectionner ça me permet de récupérer un objet qui représente la collection élève, la méthode de collection. Excusez-moi, Samy. Oui. Ça veut dire quoi, utilisation de topologie unifiée? En fait, ils ont le protocole qui permet d'échanger des données avec un serveur MongoDB. Il a évolué à chaque version de MongoDB. Et du coup, quand on utilise le driver, si on utilise une ancienne version de Mongo, par défaut, le driver MongoDB, en fait, il va utiliser, comment dire, il va échanger des données avec le serveur MongoDB en respectant certaines règles du protocole qui correspondent aux premières versions de MongoDB. Mais le protocole, il a évolué dans les nouvelles versions de MongoDB. Donc, quand on a une version récente de MongoDB et qu'on utilise le driver MongoDB, le serveur MongoDB, il indique que par défaut, le driver, il utilise l'ancienne version du protocole, mais qu'il faut rajouter une option Use Unified Topology pour faire en sorte que le driver MongoDB, il utilise la dernière version du protocole. Okay, merci.
Voilà, donc ça, c'est une option qu'on met dans l'objet d'option à la connexion pour faire en sorte que la méthode Mongo client.connect, elle crée ses requêtes au serveur MongoDB d'une certaine façon plutôt que de la façon dont on le faisait à la base pour les versions originales, enfin, la version 1 et 2 de MongoDB. Ok, merci. Tu peux, ça, si tu le mets pas, en fait, tu as un petit warning dans la console. C'est-à-dire, tu as une alarme qui te dit attention, tu utilises l'ancienne version du protocole, ça sera bientôt, comment dire, ça sera bientôt supprimé. Donc, si tu peux, utilise la dernière version du protocole, quoi. Ok, donc pour mieux le mettre systématiquement. Bah, vu que vous utilisez tous la dernière version de MongoDB, oui, tu le mets. Ça marche. Merci. Donc, du coup, si je reprends mon schéma, je suis retrompé de bouton, c'est pas possible ça. Si je reprends mon schéma, je suis bien sur la partie. Non, c'est pas là mon schéma, c'est là. Je suis bien sur cette partie-là, c'est-à-dire je suis sur Node et j'arrive à me connecter à MongoDB, je récupère des données et je les télécharge. Et là, je les affiche dans la console. Alors maintenant, il faudrait que je travaille sur la partie où je suis sur mon navigateur Internet, j'appelle le serveur que j'ai créé sur Node. Le serveur que j'ai créé sur Node, il appelle MongoDB, et il prend les documents et il les renvoie au navigateur. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais garder ce truc-là de côté. Est-ce que je peux tout commenter là? Comme ça, je le garde de côté. Ouais, je vais le mettre de côté pour le moment. Tac. Voilà. Alors du coup, je vais créer un serveur. Je vais créer un serveur qui est capable de répondre à un navigateur. Donc const module HTTP égale require HTTP. Const de quoi j'ai besoin, c'est tout, http.createServer. Ça me permet d'obtenir un serveur HTTP. Const HTTP server. Mon serveur HTTP, je vais faire HTTP server.listen de, on va mettre 80, 80. Avec le callback, je vais le faire avec une fonction flèche. Et puis là, je vais mettre un console.log. Tac. Je vais déclarer mon callback. Je vais écrire mon gestionnaire d'événements, on request, quand je reçois une requête. Et puis là, je vais mettre function avec mes deux arguments. Et mes deux arguments, eh bien, je vais dire que quand on m'appelle, je vais me connecter à MongoDB. Je vais me connecter à MongoDB. Je vais extraire mes documents. Je vais les présenter en format HTML et je vais les renvoyer au navigateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais faire un serveur qui fonctionne. Je vais écrire ici response.writeHead. Alors là, je vais me mettre une petite variable pour le code statut. Je vais écrire status code égale 200. Status code. Et puis là, je vais faire un content type. Donc le content type, c'est ce qu'on appelle aussi le type meme. Je vais le mettre dans une variable. Let meme type text /html char7 égale UTF-8. Content type, ça va être le meme type. Content length, ça sera la taille du corps de la réponse. Je vais mettre let body égale new buffer de hello. Pour le moment, je fais juste un serveur qui fonctionne et puis après, je le connecterai avec
C'est pas new buffer, c'est buffer.from, body.length et response.write de body et un callback. Je vais faire un response.end. Ça existe aussi, new buffer? Ou c'est juste un typo? Non, tu l'instancies pas là. C'est parce que il y a longtemps, au début de Node, on faisait new buffer pour créer un buffer, mais depuis, ils préfèrent qu'on utilise la méthode Ah, d'accord. statique buffer.from. Donc, des excuse-moi, fois, j'écris des trucs qui datent d'anciennes versions de Node. Oui, excuse-moi, Samy. En fait, oui. est-ce que après ou tout de suite, est-ce que vous pouvez faire un petit rappel sur les instances créées? J'ai pas bien compris. En fait, j'ai du mal à De quoi? instancier. Ici, tu veux Le- dire? Là? Sur Non, MongoDB? non, sur les instances, en fait. Créer Le en principe instance. des Général, instances? Alors, général. le principe, oui. Une instance, c'est un objet. Par Oui, exemple, imaginons, je fais un constructeur. Je fais un oui, constructeur, par exemple, j'écris function, oui. Bouygues, et là je mets this.sonnerie dring this.superficie. Je sais parce que Bouygues il fabrique des maisons, Oui. 200 mètres carrés. Oh, il est où le petit... Voilà. 10.étage 2. Bon. Tac. Ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un constructeur. Oui. Maintenant, si je veux fabriquer une maison, j'écris quoi? J'écris const maison 1, par exemple, égale new New. Bouygues. Oui. Bon. Donc, M1, ça contient quoi? Euh, Ça contient une référence à une nouvelle instance de Bouygues. Une instance, c'est un objet qui a été créé à partir d'un constructeur. ok, ok. C'est une Ok, ouais. représentation unique en mémoire d'un objet qui correspond à un constructeur. Donc, c'est juste un synonyme de objet, en fait, instance. D'accord. Quand tu fais un new Bouygues, tu crées une nouvelle instance d'une maison qui est Dans basée le- sur Bouygues, qui est basée sur le constructeur qui s'appelle Bouygues. D'accord. Nouvelle instance d'une maison dont l'objet est M1. Ok. Dans M1, tu as une instance. C'est ça. Tu as un objet, donc c'est une instance de Bouygues. En fait, c'est une utilisation, c'est un objet qui a été créé à partir du constructeur Bouygues. Oui. Ok, ok. Donc de la même façon, si j'utilise le sucre syntaxique classe, et que j'écris classe, Oui. comment il s'appelle le concurrent de Bouygues là, qui fait Euh, aussi plein de lotissements là, je ne me rappelle plus de son nom, Kaufmann. Ok, Kaufmann Broad, c'est ça? avec 2 F, je crois. Non, je sais plus comment ça s'écrit. Qu'est-ce que je fais? C'est comme ça. Et que je veux utiliser ce constructeur. Par exemple, ici, je peux dire que M2, ça contient une instance de Kaufmann Broad. Hoffman. D'accord? Ok. Ok. C'est du vocabulaire de l'orienté objet. On parle d'instance. Quand tu crées un objet à partir d'un constructeur, tu peux dire que cet objet est une instance de son constructeur. Ok. C'est un terme de vocabulaire qui veut juste dire que c'est quelque chose qui a été construit à partir de... Voilà. Tu peux dire par exemple qu'un avion, c'est une instance de son plan. Une voiture, c'est une instance de son plan.
D'accord. En fait, c'est le mot instance que j'avais pas bien Par compris. exemple, si tu Là, fais 3 gâteaux avec une recette, tu peux dire que tu as 3 instances de la même recette. ok. Là, je pense que j'ai compris. Là. Voilà. Merci. Donc, quand on a affaire à des constructeurs, il y a aussi un autre terme, c'est le terme statique. Tout à l'heure, vous avez vu méthode statique. Si vous avez ici une fonction constructeur et que vous mettez ici bouygues.prototype.sonner, et ici on fait console.log de this.sonnery. Si je veux utiliser la méthode sonner, je peux écrire m1.sonner. Parce que sonner, ça appartient au prototype des objets qui sont fabriqués avec le constructeur Bouygues. On est d'accord? Oui. Donc on dit que sonner, c'est une méthode d'instance. Parce qu'elle sera disponible sur toutes les instances de Bouygues. D'accord. OK? Ok. Maintenant, si j'écris Bouygues. Là, j'ai écrit Bouygues. Est une entreprise familiale. Donc la méthode est une entreprise familiale, elle est rattachée à quoi? À Elle est rattachée à Bouygues. Bouygues, oui. Elle n'est pas rattachée au prototype qui sera utilisé par les objets. Non. Donc, je ne peux pas écrire M1. Est une entreprise familiale parce que M1, la maison, elle n'a pas cette méthode-là. Oui, oui. Par contre, je peux écrire Bouygues. Est une entreprise familiale. Ici, D'accord. est une entreprise familiale, c'est une méthode statique de Bouygues. C'est une méthode qui s'appelle à partir de Bouygues et à partir du constructeur et qui est relative au constructeur. C'est ça qu'on appelle des méthodes privées aussi, ou pas du tout? Non, c'est méthode statique. D'accord. Donc il y a deux types de méthodes. Il y a les méthodes d'instance, c'est celles qui sont disponibles sur les objets créés à partir du constructeur. Et il y a les méthodes statiques, c'est celles qui sont exécutables à partir du constructeur directement. Et qui ne sont pas D'accord. disponibles sur les objets puisqu'elles n'appartiennent pas aux objets. D'accord, d'accord. Donc on a les méthodes d'instance et les méthodes statiques. Les méthodes d'instance, c'est celles qui seront transférées aux objets, qui seront accessibles aux objets, et les méthodes statiques, c'est celles qui sont accessibles uniquement sur les constructeurs. D'accord. Quand on écrit de l'ECMAScript dernière version, si on veut faire une méthode d'instance, on écrit ça comme ça. Donc quand vous écrivez une méthode comme ça, cette méthode va dans le prototype du constructeur. Donc cette méthode, elle ira dans le prototype du constructeur. Et si vous voulez créer une méthode statique pour Kaufmann-Broad, vous pouvez écrire ici « est une entreprise familiale », mais on rajoute ici le mot-clé « statique ». D'accord. Je ne sais pas si c'est non ou si c'est oui, hein, mais c'est juste pour illustrer. Du coup, Samy, je pourrais tu m'entends? écrire « oui ». Oui, excuse-moi. Est-ce que tu peux répéter statique là, à quoi ça correspond? Parce que j'ai pas compris. Eh bien, S'il te plaît. imaginons que tu as une recette pour faire un gâteau. Oui. On est d'accord? Oui. Est-ce que tu peux tourner les pages du gâteau? Non. Ah non. Donc tourner les pages, c'est une méthode statique de la recette. De C'est la pas une recette. méthode statique du gâteau. D'accord? D'accord. Est-ce Ouais. que tu peux manger la recette? Pas du tout. Tu Oui. peux manger le Non. gâteau. Donc manger Non. le gâteau, c'est une méthode d'instance c'est une méthode d'instance de la recette, c'est une méthode du gâteau. D'accord. D'accord? Ok. Donc les méthodes statiques, c'est les méthodes qui sont directement rattachées au constructeur.
Les méthodes d'instance, c'est les méthodes qui iront sur les objets qui seront créés à l'aide du constructeur. Donc, quand tu mets une méthode dans le prototype d'un constructeur, eh bien, quand on va créer un objet à partir de ce constructeur, les objets, ils auront comme ancêtre le prototype. Donc, les méthodes rattachées au prototype d'un constructeur, c'est des méthodes d'instance. Par contre, si tu rattaches une méthode directement au constructeur, ces méthodes, elles seront accessibles qu'à partir du constructeur. Dans ce cas-là, on parle de méthode statique. Parce que je peux écrire Bouygues est une entreprise familiale, ça correspond à ce que j'ai déclaré ici, mais je ne peux pas écrire M1 est une entreprise familiale, parce que M1 ne reçoit pas la méthode est une entreprise familiale. En ECMAScript dernière version, si on veut déclarer des méthodes d'instance ou des méthodes statiques, donc des méthodes qui vont dans le prototype du constructeur, on écrit sonner dans la classe, là. Ce serait l'équivalent, équivalent à écrire ça, c'est ce qu'on appelle un sucre syntaxique. C'est une autre façon d'écrire exactement ça, en fait, ce que j'écris plus haut. D'accord. Et ici, si vous voulez déclarer une méthode statique, vous utilisez le mot-clé statique. Ça, c'est l'équivalent à écrire. Merde, qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que je fabrique? Je me suis trompé de bouton. Donc, vous pouvez déclarer des méthodes statiques en utilisant le mot-clé statique ou des méthodes d'instance. Donc, M2, tu peux exécuter sonner ici parce que ça contient... donc, c'est M2 qui contient une nouvelle instance de Kaufman-Broad. Et sonner, bah, c'est la même chose. C'est une méthode d'instance de Kaufman-Broad. Et tu peux écrire Kaufman-Broad est une entreprise familiale. Parce que est une entreprise familiale, c'est une méthode statique de Kaufman-Broad. En fait, j'ai fait deux fois la même chose. Hein. Le code que j'ai au-dessus, c'est comment on l'écrit traditionnellement en JavaScript, et en dessous, vous l'avez avec les sucres syntaxiques des dernières versions de JavaScript. D'accord. D'accord. Pour du coup la question sur les mots-clés private ou public, ça c'est ce qu'on appelle les accesseurs. Ça permet d'indiquer si une propriété d'un objet peut être accessible depuis l'extérieur de l'objet ou pas. Je ne sais plus qui m'a posé la question là. Ça c'est autre chose, les accesseurs. Et les accesseurs, ils n'existent pas de base en JavaScript, ils existent en TypeScript. Je ne sais pas s'ils sont introduits dans la dernière spécification du JavaScript, mais bon, voilà. C'est ce qu'on appelle les accesseurs. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est les méthodes d'instance et les méthodes statiques. Donc, je reviens dans mon exemple. Quand vous utilisez Mongo client, enfin, quand vous faites un require de MongoDB, vous récupérez un objet. Et dans cet objet-là, je récupère une référence à un constructeur. C'est le constructeur Mongo client, la classe Mongo client. Quand j'écris MongoClient.connect, j'utilise la méthode statique de connect. Comment je sais que MongoClient, c'est une classe, un constructeur? Juste comme ça, en regardant le code. Le M majuscule, La majuscule. En JavaScript, pour distinguer les constructeurs ou les classes de tout le reste, c'est les seules variables où on va commencer le nom par une majuscule. Oui. Donc, par exemple, ici, s'il y a écrit MongoDB.MongoClient avec un M majuscule, ça veut dire que dans la propriété MongoClient, il y a un constructeur. Donc, moi, je récupère une référence à ce constructeur et j'écris MongoClient.connect. Donc, j'utilise la méthode statique connect de MongoClient. Et ensuite, éventuellement, j'obtiens des instances et j'utilise des méthodes d'instance.
D'accord? Donc, dans la documentation, quand vous lisez une documentation et qu'on vous dit, voilà, vous exécutez telle fonction. Par exemple, vous exécutez find et ça vous donne entre accolades cursor, ça veut dire que ça vous donne un objet qui est basé sur le constructeur cursor. Ça me donne une nouvelle instance de cursor. En gros, si j'exécute find, ça me retourne un new cursor. Un nouveau objet qui est construit avec cursor. Du coup, si je veux savoir ce qu'il y a dans cet objet, il faut que j'aille voir ce qu'il y a dans cursor. Ça va? Vous m'entendez toujours? Oui, Vous êtes oui, toujours là? oui, oui, Non, oui. c'est bon? Je vous ai pas Oui. flingué là à 10 h du matin, ça y est. Ah, c'est bon. C'est un peu plus clair, en tout cas, pour moi, les instances et tout ça. Merci. Alors, je me remets dans mon HTTP serveur. Donc là, j'ai mon body, ça sera hello, status code 200. Et là, j'ai mon response.writehead, etc. pour produire la réponse avec les variables, avec les différentes, avec mes différentes variables. Alors, je vais juste faire une petite factorisation qui me sera utile. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Je vais prendre ce code-là. Ce code-là, c'est un code qui est toujours le même, en fait, quand on veut créer la réponse. Hein. Ouais. Est-ce que c'est possible de mettre ce code-là dans une fonction quelque part? Bien, Appeler la fonction ici. exactement, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre OK. ce code-là, tu vois, où j'ai mis que des variables. OK. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fonction ici. Je vais l'appeler send response, envoyer la réponse. Et dans cette fonction-là, je vais écrire response.writehead. Alors, c'est quoi les variables que j'ai ici? J'ai response, donc il va falloir le passer. J'ai status code, donc il va falloir le passer. J'ai meme-type, donc il va falloir le passer. Et j'ai body, et donc il va falloir le passer. D'accord? Alors ici, il faudra que je donne l'objet response, on est d'accord? Pour que je puisse écrire response.writehead, il faudra que je donne status code, si on veut pouvoir avoir le code statut. Il faudra que je donne le meme-type, si on veut avoir le meme-type. Et il faudra que je donne le body, si on veut avoir le body. On est d'accord? Oui, oui, oui. Bon. Objectif. Ça, c'est un buffer. Ça, c'est une chaîne de caractères. Ça, c'est un nombre. Et ça, c'est un objet. OK? Bon. Si je veux moins m'embêter, pour avoir moins d'arguments, là, pour avoir moins d'arguments. Parce que là, si je veux utiliser ma fonction, il faut que j'écrive send response, entre parenthèses, response. Il faut que je mette la variable status code. Il faut que je mette la variable meme-type. Et il faut que je mette la variable body. Si vous n'avez pas passé les arguments, vous n'aurez pas besoin de mettre ici les paramètres, non? Si je n'ai pas passé les arguments. Dans la fonction ci. Ouais. Non, mais là, ça, je peux les appeler, si tu veux, x, y, z. C'est des arguments. Vous pouvez ne pas. Mais par contre, il faut que ça s'appelle R, x, y, z. Ces variables-là, elles n'ont rien à voir avec les arguments que j'ai déclarés là-haut, en fait. Ah, okay. Mais si je ne les fournis pas, ils seront undefined. Dans ce cas-là, ici, ça va faire undefined, undefined.length, et là, ça sera undefined.writehead, ça va planter. Oui. Là, est-ce que j'aurais pu ne pas mettre les variables? Je peux mettre directement les valeurs si je veux. Je peux écrire comme ça. Oui, oui. Bon. Je vais le garder là. Donc moi, ce que je fais, c'est que les arguments de la fonction, je leur donne le même nom que les variables que j'utilise ici. Comme ça,
c'est plus facile à lire. Enfin, j'ai le sentiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Je vais pas déclarer les variables ici, je vais utiliser directement les valeurs. Et je vais présenter mon code un petit peu différemment pour avoir un petit peu plus de lisibilité. Je vais écrire, je vais le présenter en sautant des lignes après chaque virgule. Voilà, je trouve ça un petit peu plus joli. Alors après, c'est une question d'esthétique. Ouais, ça va. Bon. Alors, on va tester ça. J'ai factorisé un petit peu. Du coup, je vais démarrer mon serveur. Je vais voir déjà s'il marche quand même. Je ne sais jamais si j'ai une erreur de syntaxe. Tac, localhost ou 127.0.0.1. C'est l'adresse de mon ordinateur pour lui-même. Hop, 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 hop. Donc, est-ce que j'ai mon hello qui s'affiche? Ah non, j'ai mis 80-80. Ok, ça marche. Il m'affiche bien hello. Donc, je vais l'afficher sous forme de paragraphe. Donc, j'ai bien un serveur qui marche. Alors maintenant, ce que je veux faire dans mon serveur, je veux que quand mon navigateur il appelle mon serveur il se connecte à la base de données, il extrait les données et il me les formate en HTML pour me les envoyer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre bêtement tout le code que j'avais déclaré plus haut. Quand je reçois une requête, je me connecte à MongoDB. S'il y a une erreur, donc j'essaie de me connecter à MongoDB. S'il y a une erreur, ben, je vais répondre qu'il y a une erreur. Je vais mettre que le code c'est 500 et ici je vais mettre erreur 500. Erreur 500 et je pense que je vais afficher le message d'erreur, donc je vais faire hop, hop, 2 points, hop, erreur, point, message. Donc erreur 500, ça veut dire erreur serveur interne. Voilà, donc là la factorisation elle va me servir à gérer tous les cas d'erreur. Donc là, si j'ai une erreur, je mets impossible de se connecter à MongoDB et j'envoie la réponse. S'il n'y a pas d'erreur, la connexion avec MongoDB elle est établie. Jusque-là, tout va bien. Si je sélectionne ma base de données, ma collection élève, et qu'il y a une erreur, dans ce cas-là, je vais mettre erreur 500, erreur.message. Si j'ai réussi à sélectionner la collection, dans ce cas-là, on est content. On essaye de récupérer un curseur. On utilise le curseur pour récupérer tous les documents sous la forme d'un tableau. S'il y a une erreur, dans ce cas-là, on renvoie une erreur 500. Sinon, on a récupéré tous les documents. Dans ce cas-là, je voudrais renvoyer la liste des documents présentés correctement au navigateur. Donc pour faire ça, il va falloir que ici, je puisse mettre les documents sous un format qui soit plutôt pas mal. Alors à quoi il ressemble le format des documents? En fait, ce que je récupère, c'est un array. C'est un array de documents qui contiennent nom et prénom. Donc je vais faire ici une variable, let, par exemple, HTML. Ça va être une chaîne de caractères vide dans un premier temps. Je vais faire une boucle, je vais faire for let i égale 0, i inférieur à document.length, i++. Dans ce cas-là, on fait document crochet 0, point, nom. Ça va être le crochet i, pardon. Ça va être le nom. Et crochet i, prénom, ça va être le prénom. Et là, je vais faire une petite concaténation. Je vais écrire que HTML, c'est égal à $accolade de ça.
P, je vais mettre par exemple, je m'appelle $accolade prénom, $accolade nom, sous la forme d'un paragraphe, et puis ça, je vais le mettre en gras. En tout cas, je vais écrire le code HTML qui correspond à un paragraphe où ça, c'est en gras, avec un backquote. Et là, je vais mettre plus égal. Comme ça va les concaténer. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque document que j'ai extrait de MongoDB et je vais l'utiliser, ce qu'il y a dedans, pour construire des chaînes de caractères. Et ensuite, ce code HTML que j'ai généré, c'est ça que je vais envoyer. C'est ça que je vais envoyer. Je vais mettre, par exemple, ici une div. Et cette div-là, elle sera concaténée avec le code HTML que j'ai généré dans ma variable HTML. Samy, tu peux revenir sur l'explication de la boucle for, s'il te plaît? Ben, c'est une boucle où je parcours l'objet. Donc, je parcours ça. C'est la liste des documents qui sont dans ma base de données que j'ai extrait. Et pour chaque document, donc pour document, donc ça fait quoi HTML plus égal? C'est la même chose que HTML égale HTML plus ça. Donc ça, c'est une variable. Hein. Je vais l'appeler Toto. Ouais, ok. Ouais. Ça va perturber un petit peu le HTML. Ouais. C'est une variable dans laquelle je veux mettre du code HTML. Donc là, de base, j'ai rien mis dedans comme caractère. J'ai mis des caractères vides. Donc là, ça va faire quoi? Ça va faire caractère vide plus la chaîne de caractères où il y aura. Alors quand i, ça sera 0, ben, il y aura écrit je m'appelle concaténé avec document 0.prénom, c'est-à-dire Pierre, document 0.nom, c'est-à-dire Dupont. Donc je m'appelle Pierre Dupont. Ensuite, i égale 1. Donc je vais concaténer Toto. Toto, ça contient quoi? Ça contient je m'appelle Pierre Dupont avec P, je m'appelle, document crochet 1, point prénom, c'est-à-dire Paul, document crochet 1, point nom, c'est-à-dire Durand. Ça marche. Okay. Donc ça fait Paul Durand. Et du coup, enfin, etc. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à. Voilà. Donc pour économiser, j'écris Toto plus égal. Et la variable, comme elle va contenir du code HTML, je l'appelle HTML. Samy? Oui. Excuse-moi, ça fait depuis hier, je vais te demander ça, en fait, j'ai oublié. Les entrecodes, là, parce que j'ai remarqué quand tu les fais, à l'intérieur de Nantes, tu as des documents, t'as document qui est en bleu, par exemple, prénom en bleu et tout. Oui. Est-ce que ça change si on utilise juste des guillemets? Non, tu n'as pas le droit d'utiliser ça. Ça c'est quand tu utilises des backquotes, tu as le droit de faire des concaténations en écrivant cette syntaxe, c'est-à-dire $accolade, accolade. C'est ce qu'on appelle les interpolations. Si tu mets des guillemets, si je le fais avec des guillemets ou des quotes, je serai obligé d'écrire let HTML égale par exemple des quotes ou des guillemets. Et là, je devrais écrire HTML plus égale entre quotes P, je m'appelle une concaténation backslash espace inférieur B supérieur plus document crochet i point prénom plus entre côtes un espace plus document crochet i point nom plus entre côtes inférieure slash B supérieur espace point d'exclamation slash B point virgule. Honnêtement, cette syntaxe-là pour faire des concaténations, elle est quand même moins relou que celle-là. Mais comment on fait les entrecotes là? Je sais pas comment on les fait en fait. Les backquotes, ça s'appelle des backquotes. Ouais. Les entrecotes, ça me donne faim quand tu dis ça. Mais... c'est les backquotes. Les backquotes, c'est Alt-7. Ah, t'es sur un Mac ou un Windows? Alt-GR. C'est Alt-GR 7. D'accord. Tu fais Alt-GR 7 et un espace et ça te fait la backquote. D'accord, merci.
Du coup, là, j'ai le choix. Alors, je vais remettre ça en commentaire parce que moi, je préfère cette syntaxe. Je la trouve plus. Ah, On peut la faire. Elle est quand même plus légère. Ouais, effectivement. Donc, du coup, tu mets, en gros, là où tu veux faire des concaténations, tu mets $accolade et entre les accolades, tu mets le truc que tu veux concaténer. Donc là, tu peux mettre une variable, une propriété d'un objet. Tu peux même exécuter une fonction ici. Si c'est une fonction qui renvoie une chaîne de caractères ou un nombre ou quelque chose, tu peux exécuter une fonction à cet endroit-là. Si c'est une fonction qui donne un résultat que tu veux concaténer. En tout cas, merci. Du coup, ici, si je récupère donc des données, je les formate en HTML et je renvoie ça, ce code-là, au milieu d'une div. Voilà. Du coup, j'ai géré tous les cas de figure. Je suis content. Donc, je vais appeler mon serveur. Je vais le redémarrer et on va voir si ça marche. Attention à bien mettre en Qu'est-ce que j'ai commentaire fait la deuxième variable HTML. Oui. Ah oui, zut. Bien vu. C'était pour vérifier si tu suivais. Samy, J'actualise. Oui. Et je excuse-moi. vais voir. Est-il possible d'avoir le live share, Samy, s'il te plaît? Oui, si tu veux. Ouais, histoire de revoir les codes que tu as écrits en haut, tu vois. Tac. Tac. Hop, c'est dans le chat. Merci. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'ai oublié le Mongo client parce que j'ai dû mettre en commentaire ici quand je fais const Mongo client. Je vais récupérer. Je vais faire ça ici. Alors on va éviter. On va mettre le commentaire ici. Voilà. Alors, ça c'est le Mongo client. Et du coup, je lance mon truc, j'actualise. Et on voit que j'ai bien le code HTML. Quand je regarde le code source de la page, vous voyez que j'ai la div. J'ai la div avec le P, je m'appelle Pierre Dupont, P, je m'appelle Paul Durand, je m'appelle Jacques Tata. Donc là, mon serveur, il est démarré. Et ce qui est intéressant, c'est que si je vais dans Compass et que j'ajoute quelque chose dans la base de données, donc, par exemple, on va mettre nom. Non, on va mettre Masson, prénom, on va mettre Alexandre. Qu'est-ce qu'il est pas content. Les guillemets. Tac. On va insérer ça. Donc là, j'ai bien inséré un nouveau document dans ma collection MongoDB. Si j'actualise ma page, j'ai la page HTML qui s'affiche. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on crée, et dans l'absolu c'est comme ça que ça marche, quand on crée un site internet avec du contenu dynamique, en fait votre serveur, il sert d'intermédiaire entre votre navigateur et votre système de gestion de base de données. En fait, votre navigateur, il appelle le serveur, il appelle la base de données, il récupère des données de la base de données, il les formate pour bien qu'elles soient présentées, et il les envoie au navigateur. Du coup, on dit que le navigateur, il s'occupe de la présentation, que le serveur, il s'occupe des traitements, et que la base de données, elle s'occupe de stocker les données. On dit qu'un site internet, il est basé sur une architecture 3 couches. Architecture 3 couches, présentation pour le navigateur, traitement pour le serveur, stockage de données pour la base de données. Donc vous avez vu là, à chaque fois, si je rajoute des données dans ma collection, bah, du coup, forcément, à chaque fois que je vais actualiser la page, je n'obtiendrai pas le même code HTML. Alors du coup, vu que j'ai une variable HTML, bah, je pourrais très bien rajouter la technique qui consiste à ouvrir un fichier et faire un rechercher-remplacer dans le fichier pour insérer ce code HTML à l'intérieur d'un document existant. Par exemple, je pourrais prendre mon test.poulet-frites, non, c'est fichier.poulet-frites, et dans mon fichier poulet-frites, je pourrais dire que H1, je sais pas moi, H2, puis là je vais mettre
les élèves. Et puis là, je vais mettre ici un caractère spécial du genre crochet, code HTML des élèves. Voilà. Je vais retourner dans mon serveur. Je vais faire un require de file system. Read file de fichier .poulet frites avec la fonction qui reçoit l'erreur et les datas. Et puis je vais faire if erreur. If erreur, on envoie une erreur. Fichier introuvable. Error. J'ai mis error ici. Erreur. Else. Donc si j'arrive à ouvrir le fichier .poulet frites, je vais prendre les datas. Je vais faire data.toString. .replace de ce truc-là par le code HTML. Hop. Data.toString.replace de code HTML. Et ensuite, je vais faire un buffer.from data. Et ça sera data. D'ailleurs, tout ce code-là, je pourrais l'écrire en une seule ligne si je suis suffisamment futé. Je pourrais mettre ça comme ça. On va sauter des petites lignes ici. Comme ça. Donc, j'écris mon code sur une seule ligne. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé ma data en chaîne de caractères. J'exécute la méthode replace pour remplacer le code HTML des élèves par le contenu de ma variable HTML. Et je refais un buffer avec la chaîne de caractères qui est renvoyée par replace et je mets ça dans data. Et j'envoie ma réponse. Et ma réponse, du coup, ça sera, là j'ai directement le buffer, donc c'est data. Et je fais un test. Et quand j'actualise, dans mon navigateur, j'ai bien, ceci est un test, il est quelle heure, date, j'ai pas fait le remplacement sur ce truc-là, les élèves, et en dessous j'ai le code HTML des élèves. Donc j'arrive à créer un document HTML où j'insère une partie qui est dynamique. Donc quand on appelle le serveur, eh bien, le serveur, j'utilise la technique donc des serveurs statiques, c'est-à-dire que celle que je vous ai montrée hier. J'appelle le serveur il ouvre un fichier HTML, un fichier de code, il prend ce qu'il y a dedans et il l'envoie au navigateur. Et là-dessus, j'ai combiné avec la technique de j'appelle le serveur, il se connecte à MongoDB, on récupère les données de MongoDB et on les renvoie au logiciel client. Donc là, ce qui se passe, c'est le navigateur, il appelle le serveur, il appelle MongoDB, il récupère les données, il accède au fichier, il ouvre le fichier, il prend ce qu'il y a dans le fichier, il fait des recherches et remplacer pour mettre les données de la base de données, et ensuite il renvoie tout ça au navigateur, et le navigateur il affiche un document HTML avec dans le corps du document, donc toute cette partie-là, ça correspond à ce qu'il y avait dans le fichier à la base, et ça c'est l'endroit où j'ai fait le remplacement. Et du coup, ça m'affiche une page avec une partie qui est dynamique dans cette page. C'est celle-là. Puisque là, il suffit que j'ajoute des informations dans MongoDB et ça va mettre à jour ces informations. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez prendre une pause café?
Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que, Oui. c'était quoi ma question? Ouais, est-ce qu'on peut faire des exemples pour aller récupérer la météo dans un site qui a des bases de données? Alors, ça c'est différent. Tu ne peux pas te connecter directement à la base de données d'un site. Par contre, la question c'est, est-ce que toi tu veux pouvoir... En gros, tu voudrais que ton serveur il se comporte comme un navigateur qui appellerait un autre site. Un site qui a une base de données dans format JSON qui... Oui, mais ce n'est pas la base de données qui est au format JSON. C'est le serveur qui envoie du texte qui en format JSON à partir de données qui sont dans une base de données. D'accord. Tu ne peux pas te connecter directement à une base de données. Je viens de t'expliquer que les bases de données, elles avaient un protocole qui n'était pas le protocole HTTP. Donc les navigateurs ne savent pas parler aux bases de données. Si par exemple je prends Firefox et que je lui demande d'appeler MongoDB directement, donc c'est 27017, regarde ce qu'il écrit. Oui. Ça, c'est un message de MongoDB qui dit « T'essayes de m'appeler en HTTP, je suis désolé, je ne te parle pas. » Tu ne peux pas parler à un système de gestion de base de données. Il n'y a que les serveurs qui peuvent parler à des systèmes de gestion de base de données. Ou des programmes qui sont faits pour parler à des serveurs, des systèmes de gestion de base de données. Mais par exemple, Compass, il parle avec il se connecte à ton système de gestion, à ton serveur de base de données. D'accord. Maintenant, si tu veux que le serveur, non seulement il appelle la base de données, mais le serveur, il peut aussi faire comme s'il était un navigateur. C'est-à-dire, il peut faire comme si c'était un navigateur qui téléchargeait un JSON. Dans l'API du HTTP, tu as un objet, tu as un constructeur qui s'appelle request. Et ce constructeur, en fait, il te permet de fabriquer des requêtes comme si tu étais un navigateur. C'est-à-dire que ton serveur, il peut faire croire à des sites qu'il est un navigateur. Il peut les appeler comme s'il était un navigateur. D'accord. Pour télécharger ce site. En fait, ton serveur va appeler un autre serveur en lui envoyant une requête. Comme le ferait un navigateur, en imitant le comportement du navigateur. D'accord. Et donc là, on est plus dans la logique. Le code, c'est pas un code où on est passif comme ça, où on dit quand j'ai une requête, je fais quelque chose. C'est un code où on dit je fais une requête et quand j'ai une réponse, je fais quelque chose. Donc si tu veux télécharger des données, tu veux que ton serveur il télécharge des données dans le module HTTP, tu as une API qui s'appelle request. Alors, je vais la trouver. Node. Voilà. On a HTTP request. Client request. C'est pas client request, c'est request tout court. L'objet il s'appelle request. Je vais le trouver. Il est dans la liste request. C'est client request, c'est request.request HTTP server response. Donc est-ce que c'est client request? Un doute, le constructeur il s'appelait request.write. Non, c'est client request. Pardon. Donc c'est celui-là. Cet objet qui permet de construire des requêtes et du coup, est-ce qu'ils ont un petit exemple? Voilà, par exemple, là, il te montre comment faire une requête HTTP vers Google. Et après, tu peux envoyer des données à Google. Là, il donne un exemple ici. Donc, c'est ce HTTP request option. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je suis en train de regarder le truc. Donc là, c'est ça. C'est request.unconnect. Donc ça, c'est quand on est connecté avec le truc. Il y a quoi comme événement information? On information. To the main response. Non, c'est pas là. C'est on response. Voilà, c'est ça. Du coup, ça va être. Il va falloir spécifier des options.
et on va pouvoir mettre un URL à laquelle on veut que le serveur, en tout cas que ton code sur Node se connecte. Donc là, tu mets l'autre, donc tu mets l'IP ou le nom de domaine, tu mets le port, tu mets le chemin de l'URL. Oui. Tu fais donc le module http.request avec tes options. Et ensuite, tu mets on, et là, tu ne mets pas on information, tu mets request.on_response. Et tu vas avoir dans ce callback un objet response qui contient la réponse du serveur que tu as appelé. Et dans la réponse du serveur que tu as appelé, tu devrais avoir également les données. Tu vas avoir la possibilité d'accéder aux données. Est-ce qu'il y a un exemple pour récupérer les données ces response, un incoming response. Il faudrait que je rentre dans le détail, il faudrait que je fasse un exemple pour que tu vois tout le code, mais oui, tu peux le faire. Pour répondre à ta question. Tu peux faire en sorte que le serveur se connecte à des sites et télécharge, en tout cas envoie des requêtes à des sites et télécharge leurs réponses. Donc par exemple, ton navigateur, il appelle ton serveur et ton serveur, il appelle un site en faisant une requête HTTP, il télécharge la réponse de ce site-là, il l'utilise pour faire quelque chose avec, et après il répond au navigateur. Tu peux également te connecter à plusieurs systèmes de bases de données différents. Te connecter à MongoDB pour extraire des données, te connecter à un MySQL pour extraire des données, te connecter à un Oracle, à un PostgreSQL, etc. D'accord. Et c'est le même principe pour se connecter aux API de Google, par exemple. Oui. Tu vas appeler ton serveur et ton serveur il va se connecter à une API de Google pour récupérer Google Drive, pour récupérer des informations qui proviennent de chez Google. Du coup, il faut que tu codes en fait le code qui correspond à l'émission de la requête. En fait, tu vas écrire du code qui ressemble à ce que fait le navigateur, qui décrit comment faire une requête HTTP,